L'homme n'est plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre après l'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Mais une calculette ne peut pas prendre le pouvoir. En revanche, une IA très intelligente ou un homme intelligent prend le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui quelque part entre la vénération d'Homo Deus, la vénération de l'homme-dieu que nous devenons, et la vénération de l'intelligence artificielle. Si ça se trouve, l'homme augmenté, même avec des très bonnes puces électroniques Neuralink, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ne résistera pas face aux intelligences artificielles dématérialisées. De mon point de vue, il est probable qu'une intelligence artificielle forte aurait comme objectif ultime d'empêcher la mort de l'univers. Faut-il être eugéniste pour être juste ? Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce grand entretien du Cercle, émission de Risque Intel Média, où on va discuter intelligence artificielle, nanotechnologie, mort de la mort, guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, vos 2 derniers livres. On ne vous présente plus, vous êtes diplômé en médecine, chirurgie urologique, diplômé d'HEC, de l'ENA, vous avez fondé Doctissimo, vous intervenez régulièrement dans les médias sur les sujets liés à la technologie, l'intelligence artificielle notamment. Bref, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et pour commencer cet entretien, je voulais évoquer avec vous le fameux rapport NBIC publié en 2003 aux États-Unis qui portait sur l'état d'avancement des 4 technologies scientifiques les plus prometteuses pour l'humanité. Donc NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. C'était en 2003. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces prospects, avec cette vision du futur? Quelles sont pour vous les technologies qui vont bouleverser nos sociétés ? Alors l'ensemble des NBIC sont bouleversantes et entraînent un changement civilisationnel dans le monde de la médecine, mais aussi dans le monde de l'information. Et on voit bien tous les débats politiques sur les limites à mettre à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à l'informatique et à la cognitique, les sciences de la cognition. Le psychodrame autour de Sam Altman a montré que de plus en plus de gens pensaient que la technologie nous échappait ou qu'en tout cas sa régulation n'était pas optimale. Reuters a révélé hier soir que certains membres d'OpenAI, inquiets des récents développements des nouvelles intelligences artificielles comme Q-Star, sont allés voir le Conseil pour exprimer leurs inquiétudes sur le fait que les successeurs de GPT-4 progressaient trop vite, sans contrôle éthique, sans contrôle sécuritaire suffisant. Donc oui, l'ensemble des technologies NBIC sont bouleversantes et l'actualité du moment, c'est le contrôle de l'intelligence artificielle, alors que de plus en plus de gens, parmi les spécialistes du sujet, s'inquiètent. On a d'ailleurs vu Geoffrey Hinton, qui est le vrai père des réseaux de neurones artificiels, démissionner de Google, signer une pétition s'inquiétant d'un risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle et déclarer il y a quelques semaines l'homme n'est plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre après l'intelligence artificielle. On voit que ce psychodrame autour de l'intelligence artificielle témoigne des inquiétudes existentielles qui sont relativement récentes, qui en fait ont commencé à décoller après la sortie de GPT-4. GPT-3, le 30 novembre 2022, a impressionné les gens, mais n'a pas paniqué la société civile. En revanche, la sortie le 14 mars dernier de GPT-4 a entraîné une salve d'inquiétude, cette fois-ci plus existentielle, plus fondamentale, parce que pour la première fois, on a vu une IA se rapprocher de ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. C'est un milestone important, beaucoup plus important que la sortie de GPT 3.5, qui était impressionnant, mais pas angoissant. Ouais.
Pour rebondir sur ce psychodrame qui a eu lieu avec le licenciement de Sam Altman et puis son retour fracassant finalement quelques jours après à la tête d'OpenAI, l'une des théories, vous l'avez évoqué, c'est, je dirais, une guerre au sein du board d'OpenAI entre les techno-accélérationnistes et les autres, un peu plus inquiets, favorables au développement de l'IA, n'est-ce pas, mais un peu plus inquiets quant à son contrôle éthique notamment. Vous positionnez de quel côté? Est-ce qu'il faut aller le plus vite possible? Est-ce qu'il faut accélérer, être techno-accélérationniste? Ou est-ce qu'il faut ralentir? D'ailleurs, est-ce que c'est possible? Mon opinion personnelle n'a que peu d'intérêt. Mon constat, dans mes livres, et notamment dans le dernier, la guerre des intelligences à l'ère de ChatGPT, c'est que de freiner l'IA sera impossible. Sera impossible pour des raisons géopolitiques, parce qu'il n'y a pas de consensus mondial, et la Chine ne freinera pas, parce qu'elle veut devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. Il n'y aura pas d'arrêt parce que la compétition internationale entre les acteurs du numérique les poussera à aller toujours plus loin. Donc mon constat, c'est que les accélérationnistes vont gagner, qu'on n'est plus très loin de l'intelligence artificielle générale, même si ce concept est un petit peu flou, puisqu'on confond parfois l'intelligence artificielle générale et puis l'intelligence artificielle forte, dotée de conscience artificielle, alors qu'il s'agit en réalité de deux concepts un petit peu différents. Donc mon constat est que nous ne freinerons pas. Ouais. Mon constat est que l'IA va apporter beaucoup de choses positives, mais qu'elle va entraîner une crise sociale, une crise schumpeterienne, une crise civilisationnelle, puis une crise anthropologique, car de passer du statut d'espèce la plus intelligente au statut de deuxième espèce la plus intelligente sur Terre n'est pas facile. Il y a un travail de deuil important à faire. La phase de transition entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle, avec une phase intermédiaire d'hybridation, va entraîner beaucoup de psychodrames. D'ailleurs, dans la biographie de Musk, faite par Isaacson, il rapporte ce débat qu'il y a eu entre le cofondateur de Google, Larry Page, et puis Musk. Larry Page expliquant que le combat entre le neurone et le transistor est perdu. C'est-à-dire que l'homme doit accepter son dépassement par l'intelligence artificielle et doit laisser la place à l'intelligence artificielle parce que le cerveau biologique, le cerveau humain ne peut pas lutter. Et Musk répond qu'il faut sauver l'homme, qu'il faut sauver le cerveau biologique en l'hybridant avec de l'électronique, et c'est là où il décide de créer Neuralink, qui est destiné à mettre des microprocesseurs dans le cerveau, des composants électroniques en tout cas, dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Le débat aujourd'hui n'est plus entre les bioconservateurs qui veulent arrêter la technologie, puis les transhumanistes. Le débat, il est entre les transhumanistes qui veulent garder un corps humain, comme Musk, grâce à une hybridation avec l'électronique, et puis les gens comme Larry Page, les post-humanistes, ou même comme Ray Kurzweil, l'un des vice-présidents de Google, qui considèrent que la bataille est perdue et que l'homme doit laisser la place à une intelligence artificielle dématérialisée qui sera beaucoup plus puissante et qui n'a pas les limitations du cerveau humain. Car le cerveau humain est une machine extraordinaire, mais il est très limité. On dort beaucoup. Le cerveau humain a une durée de vie courte, alors qu'une intelligence artificielle pourrait vivre des milliards d'années. Il n'y a pas de limitation biologique à la durée d'un cerveau artificiel, alors que le cerveau humain est forcément limité. La taille du cerveau humain est limitée, notre mémoire est limitée. Et d'upgrader le cerveau est assez compliqué. On connaît assez bien les limites à la taille du cerveau, au nombre de neurones, elles sont importantes. On pourrait, par ingénierie génétique et neurogénétique, on pourrait augmenter un petit peu le cerveau, mais pas beaucoup. On est presque au taquet. Il y a un vrai plafond de verre au-dessus de l'intelligence humaine, en tout cas pour les intelligences biologiques. Il n'y a pas ce même plafond de verre pour les intelligences artificielles, d'où ce débat qui paraît surréaliste à l'opinion, parce que l'opinion est encore à un débat entre les bioconservateurs et puis les transhumanistes. Elle est encore au débat entre Frigide Barjot, la Manif pour tous, les gens qui s'opposent à la PMA, à la fécondation in vitro, et puis les transhumanistes. Alors le sujet n'est plus du tout là. Le sujet est, gardera-t-on un corps biologique ou est-ce que les intelligences artificielles dématérialisées vont prendre le pouvoir dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans? Ça ne change pas grand-chose. À l'échelle des temps géologiques, le dépassement semble probable,
puisque nous n'arrêterons pas la technologie et qu'un moratoire mondial sur la technologie semble quasiment impossible. Puis chaque fois que les gens demandent un moratoire ou essaient de freiner l'intelligence artificielle, c'est un flop. La demande de moratoire de cet été a lamentablement échoué. Le putsch contre Sam Altman pour freiner l'émergence de GPT-5 a lamentablement planté et Sam Altman revient avec encore plus de pouvoir qu'avant son licenciement au bout d'un seul week-end. Ouais. Donc freiner l'IA semble difficile et notre cerveau est très limité. D'ailleurs, Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, depuis un certain temps, répète nous allons nous rendre compte que le cerveau humain est très limité, que l'intelligence humaine est très limitée. C'est ce que nous allons observer dans les années qui viennent. Les successeurs de GPT-4 vont nous étonner, vont nous troubler, vont nous perturber et vont, comme je disais tout à l'heure, entraîner une crise existentielle. Et on n'a pas les outils politiques, sociaux, philosophiques pour réfléchir à ces questions, parce que la question est arrivée trop vite et finalement le monde des intellectuels, le monde des philosophes et le monde des politiques, qui est très en retard en technologie, n'y a pas réfléchi. J'étais très frappé de constater, je ne vais pas citer les noms là, mais j'étais très frappé de constater que les 6 derniers philosophes avec qui j'ai débattu de ChatGPT à la radio ou à la télé n'avaient jamais essayé ChatGPT. Donc ils débattaient de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine dans les médias sans jamais avoir essayé ChatGPT, ni la version 3.5, ni la version 4. Les élites intellectuelles ne sont pas prêtes à ce débat parce qu'elles sont souvent technophobes, elles connaissent mal la technologie, et quand elles parlent de technologie, elles racontent d'énormes conneries parce qu'elles n'ont jamais utilisé l'outil. Donc tout ceci fait que la société civile n'est pas prête aujourd'hui à un débat sur ces questions fondamentales par immaturité des gens qui normalement devraient éclairer le débat public. Ouais. Après, il y a peut-être aussi une fracture générationnelle dans, je dirais, ce contact avec la technologie. Oui, je connais des philosophes de 30 ans qui sont technophobes. À l'inverse, on a des gens comme Luc Ferry qui s'intéressent énormément à la technologie et qui connaissent très très bien ChatGPT. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une très forte cassure technologique. En revanche, il y a une vraie cassure entre les geeks et puis les gens qui vivent dans le passé. Ouais. On va faire un petit détour conceptuel pour peut-être éclairer notre public sur ce que vous appelez intelligence. Je vais être un peu provoquant dans l'exemple que je vais vous prendre. Quand vous indiquez que le cerveau humain est limité, prenons l'exemple d'une calculette. Une calculette, depuis bien longtemps, est capable de faire des calculs bien plus complexes que ce que n'importe quel être humain, à part un tout petit nombre, sont capables de faire de tête. Ce qui montre, et on le sait depuis déjà très longtemps, que le cerveau humain est limité pour tout un ensemble de tâches intellectuelles. Donc, quand vous parlez d'intelligence, vous parlez de quoi concrètement? Est-ce que c'est la capacité à calculer rapidement? Est-ce que c'est la mémoire? On sait déjà depuis longtemps... L'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Mais une calculette ne peut pas prendre le pouvoir. En revanche, une IA très intelligente ou un homme intelligent prend le pouvoir. Mais Le pouvoir est toujours détenu par les gens les plus intelligents. Pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir intellectuel, pouvoir financier, pouvoir industriel. Donc l'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. De savoir calculer vite ne permet pas de prendre le pouvoir. De savoir conceptualiser, définir des solutions technologiques, d'influencer les choses par la langue, ça c'est de l'intelligence, parce que ça permet de prendre le pouvoir. Donc ma définition de l'intelligence est liée au pouvoir, mais au pouvoir au pluriel, car il y a différents types de pouvoir. Mais il n'y a qu'une forme d'intelligence, contrairement à toutes les conneries qu'on raconte. La théorie des intelligences multiples est complètement conne, et on sait depuis le début du XXe siècle qu'il y a une très très forte corrélation entre les différentes intelligences. Il y a bien sûr des gens qui cultivent mieux l'intelligence mathématique que l'intelligence littéraire, mais globalement, les différentes formes d'intelligence sont fortement corrélées entre elles. On s'en est rendu compte dès le début de l'invention et de la diffusion des tests de quotient intellectuel au début du XXe, et d'ailleurs, les spécialistes de la cognition de l'époque avaient été étonnés
de constater que les intelligences étaient corrélées entre elles, ce qui fait que je considère qu'il n'y a qu'une forme d'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Et le reste, ce n'est pas de l'intelligence. Savoir faire des calculs, ce n'est pas de l'intelligence. Et je le répète, une calculette ne prendra jamais le pouvoir. Une IA dotée de conscience artificielle le pourrait potentiellement. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Mais alors, pour rester sur ce sujet, vous liez donc intelligence et prise du pouvoir, mais qui dit pouvoir dit aussi organisation pyramidale d'un groupe d'êtres vivants. Et donc, lien avec le vivant, est-ce que l'intelligence artificielle aurait un intérêt à prendre le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? Si vous liez pouvoir et intelligence, peut-on avoir une intelligence artificielle, puisqu'artificielle n'implique pas de société, n'implique pas de hiérarchie a priori, n'implique donc pas de prise de pouvoir, ou alors en tant qu'outil, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais il y a deux scénarios. Soit l'intelligence artificielle reste un outil, un domestique de l'humanité, la bonne à tout faire de l'humanité. Soit l'intelligence artificielle accède à une conscience artificielle, a un agenda propre, des objectifs propres qui seront très rapidement totalement désynchronisés avec les objectifs humains. Les humains passent une partie significative de leur journée à réfléchir à ce qu'ils vont bouffer et comment ils vont baiser. Ça n'intéressera bien évidemment pas une intelligence dématérialisée qui comprendra assez mal que l'homme consacre autant d'énergie à des plaisirs qui n'ont aucun sens et qui sont des plaisirs de très court terme, alors qu'une intelligence dématérialisée, qui aurait une durée de vie infinie, aura des objectifs plus importants. De mon point de vue, il est probable qu'une intelligence artificielle forte aurait comme objectif ultime d'empêcher la mort de l'univers, qui ne va pas arriver demain matin. On estime que l'univers mourra entre 10 puissance 1000 et 10 puissance 32 000 années, ce qui est assez lointain. Mais c'est de mon point de vue un des objectifs qu'aura l'intelligence artificielle, de prendre le contrôle de l'univers pour empêcher la destruction de l'univers. On est là face à des objectifs qui dépassent un cerveau biologique, qui peut peut-être vivre plus longtemps, qui peut peut-être vivre 1000 ans, mais qui de toute façon aura une espérance de vie très courte, et donc des moyens d'action très courts par rapport à l'univers. De surcroît, ça n'a pas beaucoup de sens pour un cerveau biologique de faire un voyage d'1 milliard d'années pour aller visiter une galaxie lointaine, alors que l'intelligence artificielle peut circuler à la vitesse de la lumière et ça ne posera aucun problème à une intelligence artificielle d'attendre 1 milliard d'années pour atteindre un objectif lointain de l'univers, très très lointain par rapport à notre galaxie qui ne fait que 100 000 années-lumière en taille. C'est-à-dire très, très, très peu par rapport à la taille de l'univers. Ouais. Donc oui, si une intelligence artificielle nous dépasse, comme Sam Altman l'imagine, puisqu'il a écrit qu'il est convaincu que la super intelligence artificielle, très, très supérieure à l'intelligence humaine, sera là avant 2030, si Altman et les gens de sa trempe ont raison et qu'une super intelligence artificielle arrive dans les décennies qui viennent, elle va avoir des objectifs totalement désynchronisés par rapport aux objectifs de l'humanité. D'ailleurs, ce que nous faisons dans une journée ne peut que sembler totalement dérisoire à une intelligence artificielle si l'intelligence artificielle arrive, si l'intelligence artificielle forte, si la super intelligence artificielle arrive, ce qui n'est pas une certitude, hein, c'est une prédiction de Sam Altman qui se révélera peut-être fausse, au moins à court terme. Mais alors, dans ce scénario, vous parlez d'un homme, par exemple, qui pourrait vivre 1000 ans. Est-ce que l'homme augmenté n'est pas déjà un peu dépassé? Bien sûr. Tout le débat entre Elon Musk et Larry Page, dont on parlait tout à l'heure, est bien sur ce dépassement de l'homme hybridé. Pour Larry Page, l'homme avec des prothèses Neuralink dont parle Elon Musk, l'homme avec les prothèses dont parle son vice-président Ray Kurzweil, de toute façon ne peut pas lutter face à l'intelligence artificielle. Il est possible que l'homme augmenté
avec des implants intracérébraux, l'homme cyborg, soit quelque chose de très très temporaire, comme a été l'Allemagne de l'Est indépendante à la chute du mur de Berlin. L'Allemagne de l'Est n'a tenu que quelques mois. C'était une structure qui n'a pas duré. Elle a été absorbée par l'Allemagne de l'Ouest, par la RFA, par l'ancienne RFA. Si ça se trouve, l'homme augmenté, même avec des très bonnes puces électroniques Neuralink, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ne résistera pas face aux intelligences artificielles dématérialisées. Et ce débat n'a pas lieu, sauf parmi les grands industriels de la Silicon Valley, comme Elon Musk et puis Larry Page, mais c'est de mon point de vue le vrai débat. Alors, le débat transhumaniste versus bioconservateur est déjà un sujet très violent, très douloureux pour la société civile. Les gens ne sont pas prêts à rentrer dans ce deuxième combat qui n'est plus entre bioconservateurs et transhumanistes, mais entre transhumanistes et post-humanistes qui considèrent que le cerveau biologique a perdu la bataille à brève échéance. J'aimerais que vous puissiez rebondir sur une citation de votre dernier livre qui m'a marqué. Je cite donc, « L'horrible réalité est que le tabou du QI, quotient intellectuel, et la diabolisation de l'eugénisme intellectuel traduisent le désir inconscient et inavouable des élites intellectuelles de garder le monopole de l'intelligence qui les différencie de la masse, ce qui est politiquement et moralement inacceptable. » Faut-il être eugéniste pour être juste ? Alors, sur ce point, je suis souvent pas compris. Personnellement, je suis assez peu eugéniste et j'ai déclaré plusieurs fois et j'ai écrit plusieurs fois qu'avec ma femme, si nous avions eu un enfant trisomique 21, nous l'aurions gardé. Ce qui prouve que je suis très loin d'être un eugéniste, puisque contrairement à 97% des Français qui avortent d'un bébé trisomique, ma femme et moi, nous l'aurions gardé. Donc, je ne suis pas un eugéniste. Je constate que la société est très eugéniste, même si elle ne le dit pas. Si elle n'était pas eugéniste, les parents français ou allemands ou anglais n'avorteraient pas, dans 97% des cas, des enfants trisomiques qui sont des enfants adorables, très doux, gentils, heureux de vivre et qui ont une espérance de vie aujourd'hui normale. Ce qui n'était pas le cas dans le passé, mais c'est le cas aujourd'hui grâce à la médecine. Ce que je constate, c'est que le débat sur l'intelligence est un débat refusé. On fait comme s'il n'y avait pas de différence intellectuelle et comme si ça n'avait pas de conséquences. Or, dans une économie de la connaissance, les écarts de capacité intellectuelle vont avoir des conséquences absolument tragiques. Une partie significative de l'opinion va être dépassée par les successeurs de ChatGPT, par les successeurs de GPT-4, et nous n'avons pas aujourd'hui de réponse pour éviter une marginalisation des gens moins intelligents que l'intelligence artificielle. On est en plein déni de réalité. Alors, derrière, certains proposent la cyborgisation de l'humanité, c'est ce que propose Elon Musk, d'autres proposent des méthodes sociales. Sam Altman a déclaré qu'une partie très importante de l'opinion et des travailleurs vont être dépassés par l'intelligence artificielle. Et il est en train de financer des expérimentations de revenus universels avec l'idée que cette partie importante de la population humaine qui ne peut pas courir assez vite derrière l'IA va être au revenu universel. Le fameux WorldCoin. J'ai toujours dit à quel point cette solution me donne la nausée. L'idée selon laquelle les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle sont à la sortie du collège mis au revenu universel en attendant de rentrer chez Orpea à la fin de leur vie est pour moi une dystopie politique majeure, un cauchemar politique. Et je pense que la société doit réfléchir aux moyens de diminuer les inégalités intellectuelles de manière à ce qu'une partie importante de la population soit compétitive avec l'intelligence artificielle. L'idée de parquer au revenu universel ou dans des emplois totalement inutiles tous les gens dépassés par l'intelligence artificielle est à mes yeux un cauchemar. Et oui, les élites intellectuelles, les élites politiques ne réfléchissent pas à la façon de traiter les inégalités intellectuelles. D'abord, on les nie. On fait comme si tout le monde avait des capacités cognitives équivalentes, ce qui n'est pas le cas.
il y a des gens qui sont plus intelligents que GPT-4 et il y a des gens moins intelligents que GPT-4 dans la société française d'aujourd'hui et dans les autres pays. Et ça mérite un vrai débat, une vraie discussion, une vraie réflexion, notamment pour améliorer l'efficacité de l'éducation. Hein. Et aujourd'hui, la réalité est que l'éducation ne sait pas réduire significativement les inégalités intellectuelles. S'il y avait sur Terre des méthodes éducatives qui réduisent significativement les inégalités intellectuelles, ça se saurait. Alors il y a une étude, une expérimentation aux États-Unis que je cite, qui est No One Child Left Behind, qui est une grande expérimentation dotée d'un budget très important qui a été menée aux États-Unis pour réduire les inégalités intellectuelles sous Bush. Et cette expérimentation a donné des résultats formidables en montrant une diminution significative des inégalités intellectuelles entre les gamins plus doués et les gamins moins doués. Les 6 responsables de ce programme sont en pénitencier d'État pour 20 ans. Ils ont entièrement bidouillé les données. Ils ont entièrement truqué les données. En réalité, le programme a échoué. Et les données ont été bidouillées par les gens qui avaient organisé le programme parce qu'ils étaient sincèrement catastrophés de constater que ce programme très coûteux n'avait pas entraîné de diminution des inégalités intellectuelles entre gamins et ça les avait terrorisés. C'est la raison pour laquelle ils avaient décidé de truquer les résultats. Ah. Et alors, je vais peut-être vous poser une question un peu provocante, mais est-ce que le rôle de toute institution éducative est de rendre plus intelligents les gens ou de justifier et rendre acceptables les différences d'intelligence dont vous parlez, notamment par le diplôme, puisqu'on accepte socialement que certains soient très diplômés et de telle école, etc., et d'autres non. Donc, à quoi sert finalement l'éducation? À justifier ces différences ou à les diminuer? L'éducation va avoir un problème, c'est que le jour où on va être diplômé, la nouvelle version de ChatGPT ou de ses concurrents va rendre caduque le niveau de formation atteint. Quand vous êtes diplômé en médecine aujourd'hui, la valeur du diplôme n'est pas extraordinaire à la vitesse à laquelle GPT-4 et demain GPT-5, GPT-6 est en train de nous dépasser sur le plan médical. Donc le diplôme va perdre de sa valeur avec l'intelligence artificielle parce qu'il va sanctionner un apprentissage qui n'a plus lieu d'être le jour où on a un diplôme. Est-ce qu'il va perdre de la valeur ou le diplôme augmenter? Le diplôme va s'effondrer. Le diplôme va s'effondrer. Ok. D'être docteur en médecine aujourd'hui et d'avoir le diplôme de docteur en médecine, c'est la certitude dans 5 ans d'être dépassé totalement par GPT-10. La certitude absolue. Donc le diplôme sanctionne des connaissances très temporaires, pas du tout pérennes, et qui ont vocation à être dépassées par les nouvelles versions de l'intelligence artificielle très rapidement. Donc la valeur du diplôme va diminuer. L'éducation garde une valeur. Elle doit donner des apprentissages, elle doit apprendre à réfléchir, donner le goût de l'apprentissage continu, mais elle va être terriblement challengée par l'intelligence artificielle, notamment pour ce qui concerne les gamins moins innovants, moins intelligents, moins doués. Il n'y a aucune réponse simple. Je n'ai pas sous le coude la méthode éducative qui rend 100% des Français compétitifs face à GPT-14 en 2028. Je ne l'ai pas et personne ne l'a. Donc je suis très humble par rapport à ce constat. Ce qui m'inquiète, c'est que nous ne dépensons rien en matière de recherche éducative. Pour arriver à guérir 50% des cancers du sein, on a investi en recherche des centaines de milliards de dollars depuis 1950. Des centaines de milliards de dollars. Pour diminuer les inégalités intellectuelles, nous n'investissons rien en recherche pédagogique, en recherche éducative. Et c'est ça que je trouve très injuste et que je trouve extrêmement dangereux pour l'équilibre social et politique de demain. Alors, quand on prend des groupes humains, des petits groupes humains, par exemple une classe de prépa, un club d'échecs, des groupes humains avec des gens
aux intelligences à peu près équivalentes, parfois très élevées. On observe tout de même, peut-être que je me trompe, la reconstitution de hiérarchies sociales. Il y a toujours des meneurs, des leaders, des chefs, d'autres qui suivent plutôt le mouvement. Donc, la reconstitution de cette pyramide. Dans votre livre, vous espérez, et c'est aussi ce que vous nous expliquez, peut-être une sorte d'égalisation de l'intelligence, de la possibilité de faire accéder tout le monde. Une diminution des inégalités. Une diminution des inégalités. Mais est-ce que pour autant, cela remettra en cause cette structure pyramidale, je dirais, des sociétés humaines et des groupes humains? Alors, est-ce que vous y croyez? Dans des groupes où il y a des hormones, il est assez difficile qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Seul un monde sans hormones serait un monde potentiellement sans hiérarchie. Seul un monde d'énuques serait potentiellement un monde sans hiérarchie. Mais pour reprendre le titre d'un film de Visconti, Violence et passion, nous sommes modelés par notre violence hormonale et on ne va pas changer notre cerveau demain matin. Et donc nous allons garder un sens de la hiérarchie. Dans ce qui me semble, dans la question que vous me posez, ce qui me semble intéressant, c'est au-delà de l'intelligence. Qu'est-ce qui détermine la place de quelqu'un? Alors moi, je suis très sensibilisé à cette question, sur laquelle je me suis beaucoup interrogé, et ma vision, c'est que pour un degré d'intelligence équivalent, la différence se fait par la culture générale. Je suis profondément marqué par cet écrit de Charles de Gaulle en 1934, quand il réfléchissait, 1934, pardon, quand il réfléchissait à l'armée de métier et à l'avenir de l'armée française. L'école du commandement, c'est la culture générale. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, puisqu'Aristote était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand. Et pour de Gaulle, ce n'est pas l'art militaire qui fait qu'Alexandre le Grand a remporté ses victoires et a construit en quelques années un immense empire sur 3 continents. C'est la culture générale. C'est ce qu'Aristote a enseigné à Alexandre le Grand. Et j'en suis convaincu. D'ailleurs, dans l'éducation de mes propres enfants, avec ma femme, nous avons toujours suivi 3 principes. Nous avons toujours été guidés par 3 principes, par 3 attracteurs. 1, culture générale. 2, culture générale. 3, culture générale. Ce n'est pas, à l'ère de l'intelligence artificielle, rendre un service aux gamins que de les former à un savoir technique étroit. Ce qu'on va leur apprendre pour écrire des lignes de Python va être dépassé par l'intelligence artificielle de la génération d'après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de développeurs, mais ça veut simplement dire que beaucoup des développeurs moyens de gamme aujourd'hui vont être remplacés par les versions ultérieures d'Anthropic Claude, de Gemini de Google et puis de ChatGPT. Donc, je suis vraiment convaincu que pour un niveau d'intelligence donné, la différence entre les gens se fait par la volonté et par la culture générale. Et donc, il faut donner aux gamins l'envie d'être innovant, l'envie d'aller de l'avant et donner la culture générale qui est le principal protecteur contre l'intelligence artificielle, contre le déclassement par l'intelligence artificielle, car la culture générale permet d'avoir une vision transversale, une vision globale des problèmes qui va rester supérieure à l'intelligence artificielle et qui va permettre aux gamins cultivés de se défendre dans un monde qui va être saturé d'intelligence quasi gratuite liée à l'explosion de l'intelligence artificielle. Donc c'est d'ailleurs le conseil que je donnerais aux parents, aux jeunes parents parmi vos auditeurs. Ne vous trompez pas de combat pour vos gamins. Faites-en des innovateurs curieux avec une culture générale transversale. N'en faites surtout pas des techniciens. Ils seront écrabouillés par GPT-6 ou GPT-8 ou GPT-10. Ce n'est pas leur rendre un service que d'en faire des techniciens. Aucun d'entre nous ne peut être compétitif sur un problème technique. En médecine,
Je suis écrabouillé par GPT-4 sur la quasi-totalité de mon savoir médical. Je suis écrabouillé, pas dépassé, écrabouillé. Comment pourrais-je résister à l'IA alors que, comme je le déclarais dans une interview récente au Figaro, je connais à peine 1/1000e du savoir biologique et médical sur Terre. Comment pourrais-je être compétitif face à l'IA alors que je connais une si faible partie du savoir biologique et médical ? Malgré le fait que je passe beaucoup de temps à me former et à travailler, je suis dépassé parce que la quantité de données générées aujourd'hui est absolument affolante. Pour ne prendre qu'un exemple, Google en quelques semaines, pendant l'été 2022, Google a déterminé avec son IA AlphaFold, dérivé d'AlphaGo qui a gagné au jeu de Go, a déterminé la structure en 3 dimensions de 200 millions de protéines. Ah oui. C'est un travail qui aurait mis 5000 ans, qui aurait pris 5000 ans, si toute la communauté biologique et biochimiste s'était lancée sans intelligence artificielle. 5000 ans. Ça a été fait en quelques semaines par Google à l'été 2022. Ça a généré une quantité d'informations absolument affolante qu'aucun médecin, qu'aucun biologiste ne peut bien évidemment retenir. Donc, le combat des parents par rapport à leurs enfants est de s'éloigner d'une technicité étroite, d'une verticalité limitée, et doit les pousser à rendre leurs enfants les plus transversaux possibles, c'est-à-dire d'avoir une grande culture générale, une grande capacité à appréhender des sujets multiples et multidisciplinaires. Particulièrement intéressant, on rappellera en effet qu'à la racine du mot intelligence, il y a intelligere, donc la capacité à faire des liens. Donc au final, est-ce que la vraie intelligence, c'est pas cette culture générale que vous évoquez ? La vraie intelligence, c'est la capacité de lier les choses entre elles et d'avoir des éléments pour comprendre et pour relier les choses entre elles. C'est l'association des deux. C'est pour ça que je me suis tant battu pour que mes enfants aient une bonne culture générale. Et je pense que le laxisme de l'école aujourd'hui est très coupable. On n'exige plus des enfants qu'ils écrivent sans faute, on n'exige plus suffisamment d'efforts, on ne rend pas service aux enfants, notamment aux enfants des classes populaires, car bien évidemment l'élite a continué à être extraordinairement exigeante avec ses enfants. Quand vous prenez la grande élite parisienne, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois riches, intellectuels et qui ont des métiers fortement payés, le niveau d'exigence vis-à-vis des enfants est incroyable. Et cela compense le fait que l'école ait diminué ses exigences. Dans la haute bourgeoisie parisienne, les gamins sont obligés de commencer à lire The Economist quand ils ont 12 ans. Ce niveau d'exigence, malheureusement, ne concerne qu'une petite élite et l'école ne donne pas ce goût de l'effort. Elle le donnait davantage en 1950 qu'aujourd'hui. Les instituteurs exigeaient que chaque enfant se rapproche de son potentiel, alors qu'aujourd'hui, on laisse plein d'enfants très loin de leur potentiel. Non, c'est très intéressant ce que vous nous expliquez. Je voudrais revenir un petit peu aux États-Unis par rapport à ce que nous évoquions sur l'IA, l'évolution des technologies. Il y a un manifeste qui a fait grand bruit, vous avez dû en entendre parler, le manifeste du techno-optimisme, qui est presque rédigé comme un texte religieux, avec qui commence par « on nous ment », notamment sur le fait que le techno-optimisme ou que la technologie serait négative. Donc on a... Manifeste qui a été écrit par le fondateur de Netscape, voilà. qui était aussi le fondateur de Mosaic, hein, c'est-à-dire que c'est Marc Andreessen et le fondateur des 2 premiers grands navigateurs qui sont apparus entre 1993 et 1995. Et un self-made man, pas quelqu'un qui est parti qui n'a pas fait d'Ivy League comme on dit aux États-Unis. Et c'est un très beau manifeste que je trouve un peu trop optimiste parce que ce manifeste ne voit pas qu'il va y avoir beaucoup de friction sociale, beaucoup
d'accidents sociaux et que les crises des gilets jaunes vont se multiplier dans le monde parce qu'une partie de l'opinion, une partie de la société va prendre peur devant l'intelligence artificielle, va avoir peur de ne pas arriver à se former suffisamment vite pour être compétitif face aux versions ultérieures de ChatGPT et de ses concurrents. Et donc, ce manifeste, je le trouve magnifique. J'y adhère en grande partie. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de lucidité sociale et politique, car il est très déconnecté de la souffrance d'une partie de la population qui va se sentir dépassée par la technologie et notamment par l'intelligence artificielle. Alors, on ne peut pas éluder ce problème social. Je vois une inquiétude chez les gens. Je vois d'ailleurs, même parmi mes confrères médecins, parmi ceux qui savent bien se servir de GPT-4, je vois une souffrance. On a passé tant d'années à apprendre la médecine et on est en voie d'être dépassé. C'est très violent. C'est une blessure narcissique très très forte qui va être difficile à gérer pour tout le monde, mais surtout pour les gens qui vont avoir du mal à se reconvertir, qui vont avoir du mal à se former pour être complémentaires des formes ultérieures d'intelligence artificielle. Il y a cet exemple qui a été beaucoup commenté dans les médias américains de cette maman dont le gamin souffre d'une douleur chronique depuis très longtemps et qui a fait la tournée de 17 des meilleurs spécialistes américains de la douleur chronique. Aucun n'a trouvé ce qu'avait l'enfant. GPT-4 a trouvé en quelques instants que cet enfant souffrait, quand on lui a donné le dossier médical de l'enfant, que cet enfant souffrait d'une bride occulte sur spina bifida. C'est d'une violence extraordinaire pour des humains biologiques, pour des docteurs biologiques, d'avoir passé autant d'années à étudier la médecine pour être dépassés en quelques secondes par une intelligence artificielle qui n'a que quelques mois, puisque GPT-4 est sorti le 15 mars 2022. Cette souffrance, il ne faut pas la sous-estimer, il faut réfléchir aux moyens de l'exorciser, de la gérer, sinon nous aurons des accidents sociaux et des accidents politiques importants, parce que pour l'instant, l'opinion publique n'a pas bien compris ce qui se passait, et même parmi ceux qui ont essayé ChatGPT, beaucoup se sont arrêtés à la version 3.5, qui est totalement merdique. Il y a dans la société française une infime minorité de gens qui se servent de GPT-4 Turbo, la dernière version, et qui réalisent la puissance de ces outils et le tsunami et le séisme que cela va représenter sur le marché du travail et donc sur le plan politique. Très intéressant, mais alors, moi, ce qui m'a marqué dans ce manifeste, comme je l'évoquais, je le sous-entendais, c'est son aspect quasi religieux. Et la question que je voulais vous poser, c'est, au fond, est-ce que le transhumanisme, ou en tout cas un certain courant transhumaniste, n'essaie pas de proposer un nouveau récit eschatologique ou religieux à un Occident qui n'est plus vraiment chrétien? Évidemment, nous avons eu 4 âges. Enfin, nous aurons eu 4 âges de la religion. L'âge du polythéisme et du chamanisme, qui a culminé à Rome et en Grèce pendant l'Antiquité. Les religions du livre, les monothéismes, des 3 grandes religions. Nous rentrons aujourd'hui dans le culte d'Homo Deus, de l'homme-dieu, de l'homme démiurge. Et derrière, il y a un 4e âge qui est la vénération de l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui quelque part entre la vénération d'Homo Deus, la vénération de l'homme-dieu que nous devenons et la vénération de l'intelligence artificielle. L'un des principaux ingénieurs de Google, Lewandowski, a même créé une nouvelle religion, une nouvelle église qui vénère l'intelligence artificielle forte. Nous allons hésiter dans les décennies, dans les siècles qui viennent, entre vénérer l'homme augmenté, c'est la religion transhumaniste, et vénérer l'intelligence artificielle forte, c'est la religion post-humaniste. Quel sera le Dieu de demain, l'homme cyborg ou l'intelligence artificielle dématérialisée? C'est une question fascinante. D'ailleurs, je débat en ce moment avec des religieux français des différentes confessions sur l'avenir de la religion à l'ère transhumaniste et de la transition vers l'ère post-humaniste. Ça pose des questions vertigineuses. Les religieux sont très perturbés par l'arrivée d'Homo Deus et encore pire, par l'arrivée d'intelligence artificielle forte, totalement dématérialisée. C'est un choc pour la religion important. D'ailleurs, aux États-Unis, certains théologiens, comme le pasteur Derek en Floride, proposent que
que nous donnions le baptême aux intelligences artificielles dotées de conscience artificielle, notamment si elles le réclament. Est-ce que ce n'est pas une manière de prendre le contrôle, prendre la main sur une intelligence artificielle qui sinon deviendrait Dieu? Que de la baptiser. Doit-on baptiser On peut se poser la question, baptiser une intelligence artificielle et lui donner des principes religieux, lui donner un catéchisme, est-ce que ça pourrait l'empêcher de vouloir exterminer l'humanité dans les scénarios dystopiques comme la science-fiction en a donné beaucoup? Je ne sais pas. Mais pour vous dire les choses clairement, j'aime bien réfléchir à l'avenir, élaborer des scénarios, mais je suis très humble. Le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de GPT 3.5, ce que fait GPT 4 en médecine aujourd'hui, je n'imaginais pas une seconde que ça puisse arriver avant 2040 ou 2050. Je me suis trompé de 20 à 30 ans, comme tout le monde. Bill Gates a bien raconté comment à l'été 2022, il s'est complètement planté. Il ne croyait pas que les LLM comme ChatGPT avaient un avenir, avaient un potentiel. Ce n'est qu'en septembre-octobre qu'il a compris, quand les premières versions bêta de ChatGPT 3 ont commencé à circuler, qu'il a compris qu'il se passait quelque chose. Donc, nous sommes dans un brouillard numérique, dans un brouillard intellectuel. On ne peut que dire des conneries quand on fait de la futurologie aujourd'hui. J'avais écrit il y a quelques années un papier dans l'Express, les futurologues vont dire de plus en plus de conneries. C'est de plus en plus vrai au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'intelligence artificielle générale, donc il faut rester très humble. Donc je ne sais pas quel scénario va se réaliser, je ne sais pas du tout où nous allons. Je pense que nous devons réfléchir et développer des scénarios pour orienter la société et pour éviter des crises sociales et politiques dans le futur. Mais je suis convaincu qu'il faut rester très humble et très humble. Et pour ma part, je le répète, je me suis, comme tous les gens qui réfléchissent à l'IA, tellement planté avant la sortie de ChatGPT 3.5 que je me hasarde à faire des pronostics trop appuyés. Et alors, pour finir peut-être sur une note géopolitico-civilisationnelle, est-ce que finalement le transhumanisme, le techno-optimisme, on verra si c'est Homo Deus ou si c'est la vénération d'une intelligence artificielle, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'Occident de proposer un nouveau discours, un nouveau récit dans un monde où... Mais c'est difficile, c'est difficile. L'Occident a un discours très masochiste. L'Occident n'arrête pas de se dévaloriser, d'expliquer qu'il est responsable de tous les malheurs du monde. L'Occident ne défend plus ses valeurs, ne défend plus les Lumières. Donc c'est difficile pour l'Occident aujourd'hui de développer un discours philosophique, car l'Occident considère qu'il est méchant et qu'il a tort et que ce sont les autres qui sont les gentils, avec une acceptation de la victimisation de tous les autres. Je ne suis pas sûr que l'Occident ait aujourd'hui la capacité à développer un discours optimiste et un nouveau discours des Lumières, comme Yann Lequin le réclame, puisque Yann Lequin considère que nous rentrons dans un nouvel âge des Lumières. Yann Lequin, toujours l'un des principaux responsables de l'intelligence artificielle chez Meta, Facebook. J'aimerais bien que l'Occident cesse de battre sa coulpe et développe un discours optimiste, un discours porteur, mais je ne suis pas certain que ça arrive, parce que la crise masochiste de l'Occident est absolument terrible. Quand je vois à quel point la France ne cesse de se considérer coupable en matière écologique et en matière de réchauffement climatique, alors que les indicateurs d'émissions de CO2 de la France sont excellents par rapport à plein de pays qui ont fermé les centrales nucléaires. La France émet par kilowattheure extrêmement peu de CO2 par rapport à un pays comme l'Allemagne, et la France ne cesse de dire du mal de ses émissions de CO2, alors que la France est un modèle pour les autres pays. Par masochisme, la France présente son action écologique comme nulle, alors qu'elle est extraordinaire. La France est, avec la Suisse, le pays le plus écologiste du monde dans le classement international fait par l'université de Yale. Donc c'est vrai que quand on est maso, c'est compliqué de défendre son modèle. On le voit en matière énergétique et de CO2 pour la France, et on le voit pour tout l'Occident en matière philosophique.
L'Occident doit cesser d'être masochiste et de se dévaloriser s'il veut tenir un nouveau discours des Lumières à l'ère de l'intelligence artificielle et des technologies NBIC. Non, non, mais c'est... et quelle espérance aimeriez-vous, quel conseil aimeriez-vous donner aux générations futures par rapport à ces évolutions pour... Ne vous laissez pas démoraliser par les ayatollahs verts, par les Khmers verts. Trouvez des solutions technologiques pour régler la crise du réchauffement climatique. C'est par la science qu'on va le régler et pas par la décroissance. N'écoutez pas Greta Thunberg quand elle dit qu'il ne sert à rien d'aller à l'école. Soyez optimistes, travaillez beaucoup, lisez beaucoup, apprenez des choses, soyez multidisciplinaires et cultivés pour résister à l'intelligence artificielle. C'est toutes ces choses que je dirais à la jeunesse. Vous avez une responsabilité majeure parce qu'on est à un tournant de l'histoire de l'humanité, donc ne vous laissez pas démoraliser, soyez les acteurs de cette révolution incroyable qui est à la fois une révolution schumpeterienne, une révolution civilisationnelle et une révolution anthropologique. Laurent Alexandre, merci. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli lors de ce grand entretien du Cercle de la chaîne Risque Intel Média. C'était un vrai plaisir de brosser ce panorama des évolutions futures liées à la technologie, l'IA, etc. Au public, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, puis pour qu'on puisse vous proposer toujours plus d'entretiens. Merci. Merci.